ravie de vous retrouver pour 2 heures d'échange, de partage et d'émotion. Profitez de ces douces nuits d'été pour vous poser, vous détendre et prolonger le bénéfice des vacances avant de plonger vraiment dans le rythme de la rentrée. La nuit est à vous sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. Asiba et Paul attendent vos appels au 39 21, ainsi que Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et vous pouvez également nous rejoindre en nous écrivant sur le site europe1.fr ou en nous faisant part de vos commentaires par SMS au 7 39 21 et en commençant vos messages par le mot nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1, Sophie Peters. Eh oui, c'est Fifi me disait tiens, il y a plein de nouveaux jingles, je les connais pas encore tous. Et Fifi il rame un peu ce soir-là. Non, c'est pas Sophie, c'est bien moi qui suis de retour, mais c'est pas grave, j'en profite pour l'embrasser très chaleureusement. Allez, on accueille mon Fifi, il va falloir se remettre. Pourtant, il est même pas parti, vous voyez, il a besoin de vacances en fait. Bonsoir Esther. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez ? Oui, très très bien. Oui, je oui. vous entends aussi. Alors, écoutez, je vous laisse commencer. Oui, tout à fait. Donc, moi, je voulais vous faire part d'une expérience tout à fait inattendue que j'ai vécue tout au long de l'année, parce que ça a été évolutif. Alors, moi, j'ai fait une entrée dans la vie d'adulte et dans la vie professionnelle assez inattendue, parce que j'ai eu l'idée de me faire enlever les 4 dents de sagesse d'un coup. Et je l'ai fait le 27 septembre 2011 de l'année dernière. D'un coup, oui, c'est brutal, hein. Ouais. Oui, alors les 4 d'un coup, et puis je l'ai fait en local. Voilà. Ouh là là, oui. Il faut savoir que... Kamikaze, oui. Oui, c'était une expérience, on va dire qu'il y avait pire, hein, mais le fait est que quand on a l'anesthésie dans la bouche, on se rend pas compte de grandes choses. Donc ça, faut le savoir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, sur le moment, je me suis pas rendu compte à quel point cette expérience allait, allait changer ma manière de vivre, ma manière de percevoir la vie. Alors, qu'on vous ait retiré vos dents de sagesse. Oui, je me suis donc fait retirer les 4 dents de sagesse d'un seul coup. Vous n'avez pas trop souffert ? Je n'ai pas trop souffert sur le moment. J'ai pas eu de... Bon, il y en a une qui a quand même été bien fraisée parce qu'elle était couchée, elle était incluse. Donc, franchement, c'était une extraction de dents banale. Voilà. Okay. J'ai vu qu'il y était allé, qu'il y était quand même allé fort, hein, mais c'était une extraction, c'était une banale extraction. Il n'y a pas eu d'effusion de sang, il n'y a pas eu de... Voilà, c'était pas un film d'horreur non plus. Donc, écoutez, j'ai commencé à me sentir très fatiguée au fur et à mesure des mois qui passaient. Au fur et à mesure des semaines et des mois qui passaient, j'ai commencé à me sentir très fatiguée. Et puis, je sentais que ma mâchoire avait une position différente. Donc, j'avais la mâchoire du bas qui appuyait sur celle du haut. Donc, je ne comprenais pas trop ce qui arrivait. Je commençais à perdre légèrement l'équilibre, à me sentir différente dans mon corps, à perdre l'appétit. Et puis, petit à petit, je voyais que mon visage commençait à changer. Donc je ne comprenais pas trop, et puis le changement était radical. Arrivé au mois de février-mars, fin février-mars, j'avais vraiment le visage qui avait énormément changé. C'est-à-dire ? Voilà. Eh bien, mes yeux étaient beaucoup plus enfoncés dans les orbites. J'avais les joues j'avais le visage qui était devenu un visage finalement qui avait l'air plus âgé, parce que les traits étaient plus taillés. Il y avait beaucoup moins de joues. Et puis, elles étaient plus fines et plus molles aussi. Donc, finalement, j'avais pris 10 ans. C'était assez étrange. Vous, donc, le miroir, vous renvoyez cette image-là. Les autres, vous voyez comme cela aussi. Disaient que vous aviez l'air fatigué ou que oui, tout à fait. Donc, il y avait bien sûr, et dans l'entourage, il y a des personnes qui, moi, je ne juge personne, hein. Il y a des personnes qui sont très sensibles et qui n'aiment pas les situations conflictuelles, donc elles ne disent rien. Oui. Et puis d'autres qui vont me dire, mais est-ce que ça va ? Est-ce que tu dors ? Bah oui, je dors, pas très bien, mais je dors. J'ai jamais été quelqu'un qui dort très bien, donc voilà. Mais oui, je dors. Il y a pas de,
pas eu dans ma vie quelque chose on va dire, d'un point de vue sentimental ou professionnel, tout allait bien. Donc voilà. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet et puis j'ai découvert qu'il y avait des gens dont le visage avait changé effectivement après des extractions dentaires à racines. Donc, j'ai découvert par la suite que quand on enlève des racines, surtout quand on a des grosses racines comme moi j'avais, quand on enlève des racines, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on perd de l'os. Il y a une fonte osseuse et les muscles du visage, donc des muscles qui communiquent entre eux, parce que tous les muscles du visage travaillent entre eux, que ce soit les muscles périorbitaux, enfin autour des yeux, ou les muscles des pommettes ou des joues, tous travaillent entre eux. Donc une fois que l'équilibre est rompu, parce que les muscles reposent sur l'os, une fois que l'équilibre est rompu, et ben tout travaille différemment. On se retrouve avec de nouvelles expressions faciales. Donc une nouvelle personne en fait. Enfin, une nouvelle personne, de nouvelles expressions, mais voilà, une nouvelle personne, un nouveau visage, finalement. Oui, c'est là que vous ne vous reconnaissiez pas, vous vous sentiez plus âgé, alors oui. Mais bon, alors vous m'apprenez ça, parce que c'est la première fois que j'entends ça. On en parle très très peu. Oui. Donc c'est pour ça que je vous demandais aussi si la perception était liée uniquement à vous, ou si les autres vous percevaient également comme ça. Je suis quelqu'un de sensible, je suis quelqu'un qui a le sens du détail. Je pense qu'à partir du moment où le regard change, là, c'est plus pareil. Parce que, en fait, si vous voulez, les joues sont un soutien aussi pour l'œil. Hein. Donc, c'est vraiment pas la même chose. Hein. C'est pas le même regard, c'est pas le même sourire. C'est différent. C'est différent. Donc, j'ai beaucoup de mes amis qui ont fini par reconnaître les choses telles qu'elles sont, et d'autres qui se sont braqués, mais. Parce que vous cherchiez à convaincre vos amis que votre visage avait changé. Vous en avez parlé à votre au chirurgien dentiste ou à un orthodontiste ? Ah oui, tout à fait. Donc l'orthodontiste a reconnu qu'il y avait une petite oui. pause. Oui, parce que le fait d'avoir il a reconnu ça, l'orthodontiste. Oui, mais ils disent que c'est normal et que aujourd'hui, voilà, j'en ai parlé avec un orthodontiste, donc pas avec la personne qui m'a. Je suis retournée le voir, hein, celui qui a fait des extractions. Bon, il a reconnu un léger changement, mais bon voilà, et il m'a dit oui, il y a un léger changement, mais il me connaissait pas bien parce que c'était pas un médecin qui me suivait régulièrement. Et j'avais vu avec un orthodontiste. Donc moi, j'avais vu un orthodontiste. Pourquoi ? Parce que ma mâchoire n'est pas calée. C'est la raison pour laquelle je suis fatiguée. C'est que ma mâchoire n'a pas trouvé son équilibre après les extractions. D'accord. Et alors, finalement, donc, qu'est-ce qu'il m'a dit effectivement, après des extractions dentaires, on se retrouve avec une mâchoire qui travaille différemment, donc avec des muscles faciaux qui s'organisent différemment. J'ai bien compris, mais moi, je suis pas dentiste ni orthodontiste, tout à fait. Esther. Donc, j'imagine que si vous m'appelez, c'est parce que ça a eu des modifications aussi. Des conséquences psychologiques, tout à fait. Voilà. On est tout à fait d'accord. Lesquelles ? Ah ben, j'ai beaucoup souffert donc pendant plusieurs mois. J'étais le fait de pas me reconnaître dans le miroir, donc le matin j'avais très peur. Enfin le matin en me levant, j'avais pas envie d'aller devant la glace. Donc j'ai eu du mal finalement, j'avais du mal à travailler normalement, j'avais du mal à me motiver à faire. J'ai fait une petite dépression, hein, tout ce qui est organisation de la vie quotidienne, ménage, courses, administratif, interaction avec les autres, parce que j'étais je pense pas être laide maintenant, mais j'étais une très jolie fille, donc tout était facile pour moi. Donc voilà, moi je le dis, hein, quand on est jolie, tout est facile. Hein, les gens nous font tout ce qu'on veut. Hein. Donc là, je me trouvais moins jolie, donc forcément, j'avais besoin de développer d'autres aptitudes. Donc vous aviez perdu l'assurance, la confiance en vous. C'est ça, voilà. Donc j'avais perdu, en fait, si vous voulez, les jolies petites pommettes et mes joues rebondies d'enfant qui me donnaient l'impression de faire beaucoup moins que mon âge. Oui. Pas vieille, hein. C'était devenu différent. Puis j'ai bien vu que le regard des gens, surtout des hommes, avait changé. On me prend plus au sérieux maintenant, j'ai l'impression. C'est pas pareil. Mais j'en ai souffert. Je vous dis franchement, j'en ai souffert. Même si aujourd'hui, ça va, je ressors. Mais alors, est-ce que, par exemple, parce que c'est vrai que le fait d'extraire une dent et autres, ça peut modifier effectivement la mâchoire et autres, donc ça peut faire paraître les traits un peu plus fins ou la mâchoire qui avance un peu. Bon, il y a des, on met il y a des possibilités. Non, mais il n'y a pas de règle générale évidemment. Mais je veux dire, les orthodontistes sont là aussi parfois si ça crée un déséquilibre.
au niveau de la mâchoire et autres. Il y a des appareils qui sont mis en place. Voilà. Alors, est-ce que vous avez pu voir avec votre orthodontiste après tout? Tout à fait. Alors, bien sûr, il y a des solutions. Ça, c'est d'un point de vue purement médical. Il y a des solutions, mais pour caler la mâchoire, effectivement, il y a des possibilités d'appareils. Mais étant adulte, on m'a proposé des choses qui étaient assez barbares. On m'a proposé de m'enlever les 4 prémolaires. Bon. Donc j'ai pris la tangente. Hein, de toute façon, ça, c'est vrai que moi je peux pas vous répondre sur cet aspect-là des choses parce que je ne suis ni dentiste ni orthodontiste. Maintenant, vous, où est-ce que vous en êtes par rapport à, parce que c'est pour ça que j'essayais de voir avec vous, parce que bon, ça a transformé votre visage. Vous dites finalement vous avez moins de pommettes. Alors les pommettes, effectivement les joues rondes, ça rappelle un peu l'enfance. Voilà, donc vous sentez, c'est intéressant aussi dans la symbolique adulte. Oui, voilà, c'est ça, j'ai été propulsée. Et on dit, bon, les dents de sagesse avaient poussé, c'est le signe aussi de, bon, symboliquement, l'entrée dans l'âge adulte, voilà. Vous vous sentez plus adulte. Alors, derrière aussi, au-delà de l'apparence physique, et vous dites, vous êtes encore certainement aujourd'hui une très jolie femme, quoi que vous puissiez en dire, mais il y a aussi cette entrée dans l'âge adulte. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ah oui, c'est très insécurisant. Hein. Voilà. Pourquoi c'est insécurisant? Vous avez quel âge? Je vais avoir, j'ai 27 ans. Je suis pas très loin de mes 28. D'accord. Qu'est-ce qui vous insécurise? Déjà, voilà, donc j'ai mon CDD qui arrive à sa fin, qui ne sera pas renouvelé. Oui. J'ai les relations avec les hommes sont très dures. Hein. Parce que voilà, je fais partie d'une génération où l'engagement c'est pire qu'un couteau sur la gorge pour eux, donc voilà quoi. Donc faut pas trop leur en demander à ces messieurs-là, ils sont bien gentils. L'avenir vous fait peur? Ah oui, bien sûr qu'il me fait peur. Je suis pleine de bonne volonté. Je retrouve peu à peu mon énergie. Voilà, depuis que j'ai décidé d'aller mieux, hein, parce que voilà, ce que je voulais vous dire, et c'est ce que j'ai décidé, enfin c'est ce que je voulais dire justement à toutes les personnes qui écoutent, quand on décide d'aller mieux, ça va déjà un petit peu mieux. Il suffit pas de décider, mais ça provoque déjà des petites étincelles qui peuvent être un carburant pour avancer après. De toute façon, dans une démarche il faut l'envie de s'en sortir. C'est-à-dire qu'il faut l'envie d'aller mieux. Hein, donc après, c'est pas la volonté en soi, parce que surtout en ce qui concerne la dépression, puisqu'il y a plus, c'est plus la volonté qui est en cause. Il y a une perte de l'élan vital dans la dépression. Mais il faut quand même avoir le désir. Quand même de dire il y a un après, ce qui est très compliqué quand on est plongé dans la dépression. Bon, mais cela dit, le fait de faire une démarche, d'aller en parler, c'est déjà vouloir aller mieux. Cela dit, vous voyez, c'est l'événement déclenchant, ça a été cette extraction des dents de sagesse, mais derrière ça, il y a quand même ce que représente pour vous l'entrée dans la vie adulte. Alors, quoi, vous étiez très protégée jusque-là dans vos relations familiales par vos parents, par Au contraire, je suis quelqu'un qui a coupé volontairement les ponts avec sa famille, ou presque. Hein. Il y a combien de temps? Bien, ça s'est fait très progressivement sur les 4 dernières années. Pour quelle raison? Parce que j'ai été traitée différemment de mon frère. On nous a pas donné le même amour, la même considération. On nous a pas puni de la même manière pour les mêmes erreurs. Donc moi j'étais la fille, lui voilà, c'était un mec, donc c'était un petit mec, donc il fallait qu'il fasse ses expériences. Moi j'étais pas, voilà. C'est assez vague ce que je dis, je sais, mais c'est assez douloureux pour moi de rentrer dans les détails. Je me contenterai de vous dire qu'ils ne m'ont pas donné suffisamment d'importance en fait, alors que lui il lui en donnait sans aucune sans compter en fait.
D'où aussi l'importance de vous raccrocher. Quand vous dites le fait d'être jolie, ça crée beaucoup de facilité, même si c'est vrai que ça en ouvre beaucoup. Mais c'est-à-dire finalement, il vous a manqué peut-être aussi un regard aimant qui vous a permis de vous construire. D'où aussi cette. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai été fatiguée, donc d'un coup, à côté, je veux dire, à cause de la mâchoire qui était mal calée, j'étais fatiguée à cause de ça, puis j'étais fatiguée aussi à cause de ma déprime. J'ose pas qualifier ça de dépression parce que je pleurais. Donc normalement on dit que quand quelqu'un est dépressif il pleure pas. Moi je pleurais tous les jours. Si, la dépression, vous pouvez fondre en larmes constamment, avoir tout le temps envie de pleurer, bien sûr, oui. D'accord. Parce que bon, il y a plusieurs formes de dépression, mais oui. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'étais très très sportive, donc j'avais aussi le corps qui allait avec. Donc en fait j'ai perdu, en gros j'ai tout perdu d'un coup. Et là c'était pas. Donc j'ai perdu finalement ma forme. Donc c'était pas terrible, c'était pas terrible à vivre et je me sentais toute molle. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Aujourd'hui, je me sens comme quelqu'un qui commence à remonter la pente. Donc il y a des hauts, des bas. Parfois je glisse, parfois je me raccroche à chaque fois. Je me raccroche, je m'ouvre aux autres, j'essaie de rencontrer du monde, j'essaie de reprendre doucement le sport. Donc là je suis suivie par un chiropracteur et par une dentiste qui a compris mon problème et qui donc travaille qui est dentiste et fait aussi de la rééducation. Donc elle me fait de la rééducation maxillaire. Et sur le plan psychologique ? Et sur le plan psychologique, vous êtes suivi ? Non, pas encore. Donc j'attends septembre. Oui. Donc j'ai un ami dont le père est psychologue et donc je n'irai pas voir son père parce que c'est le père d'un ami, donc ça se fait pas. C'est préférable, oui. Mais son père connaît donc des psychologues vers lesquels il pourra. Peut vous orienter vers quelqu'un. Oui. Donc on attend septembre pour ça. Oui, ça me paraît important quand même, parce qu'on sent qu'il y a des points de fragilité là. C'est prévu, ainsi que la recherche d'un travail. J'espère que je pourrai trouver quelque chose d'épanouissant parce que. Vous cherchez dans quel domaine ? Moi, je suis diplômée d'une petite école de commerce, donc ne pas confondre avec les grandes écoles. Donc c'est une petite école de commerce de province. Et je suis diplômée donc en marketing. En fait, c'est une formation assez généraliste en marketing, commerce, finance. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Alors moi j'ai fait du commercial pendant 1 an, c'était sympa, mais on va dire que moi j'aimerais beaucoup en fait travailler dans la stratégie parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup planifier, qui aime beaucoup avoir une vision à long terme, donc j'aimerais travailler dans la stratégie, donc être assistante bien sûr au départ parce que c'est souvent comme ça, pour ensuite pouvoir élaborer des stratégies et avoir ensuite un poste à responsabilité. Donc j'aimerais beaucoup pouvoir faire ça, mais le marketing c'est un milieu qui recrute pas beaucoup. Pas pareil que le commercial où on a toujours besoin de quelqu'un pour vendre ce qu'on produit. Bon, on ne sait jamais, on a peut-être des personnes qui sont dans ce domaine-là et qui vous auront entendu, Esther. Donc si c'est le cas, ils peuvent toujours appeler le 3921 et on pourra transmettre vos coordonnées. Il n'y a pas de problème, j'habite pas très loin de Paris, je suis mobile, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais en fait, si vous voulez, le but de mon appel, c'était avant tout justement de pouvoir de dire que c'est assez dur de se rendre compte que finalement, on n'est pas son corps, on n'est pas son visage, mais on est tout autre chose finalement, parce que c'est qu'une enveloppe. C'était ça en fait dont je voulais parler. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a des choses à creuser. Cette enveloppe, vous l'avez investie à un moment quand elle vous appartenait plus, vous aviez l'impression de plus vous reconnaître, ça va quand même assez loin. Et là, c'est l'effondrement. De votre personnalité, ça vous fait quand même plonger et chuter. Donc, je suis désolée que derrière, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'un vide dépressif, peut-être parce que il y a quelque chose de ce regard qui vous a manqué quand vous évoquez les différences d'attention qu'on apportait entre vous et votre frère. Bon, il y a des choses quand même un peu à creuser parce que dire que le corps et le visage n'est qu'une enveloppe, bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce qu'on l'habite, cette enveloppe. Exactement. Quand même. Voilà. Et comme vous disiez, il faut je sais pas si vous m'avez dit non, c'est l'approprier, non, c'est l'investir, c'est ça ce que vous aviez dit. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, pour vous aussi, ça passait
par le regard, le fait de comment dire, vous dites, c'est vrai que les autres voient en vous une jeune femme jolie, et donc, vous attendiez certainement aussi d'être regardée autrement. Et là, finalement, quand parce que vous ne vous trouvez pas jolie, vous ne trouvez pas aimable au sens propre du terme, c'est-à-dire on se sent aimable, on se sent digne d'intérêt, digne d'attention, digne d'amour, quand nos parents ou ceux qui en tiennent lieu nous ont regardés de cette façon-là. Parce que sinon, un bébé qui vient au monde... n'ont jamais valorisé mes aptitudes intellectuelles. Ils ont toujours valorisé le fait que j'étais jolie. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je me bats avec autant de hargne pour continuer la rééducation, pour continuer à faire travailler mes muscles maxillaires et récupérer en partie, ou peut-être pas totalement, mais récupérer en partie le visage que j'avais. Oui, mais le visage, il évolue au fil du temps, Esther, aussi. Bien. Et puis derrière ça... je ne sais pas, il y a quelque chose, quand vous dites récupérer, il y a quelque chose aussi dans ce passage à l'âge adulte qui est douloureux. Ah oui, c'est clair. Bon, qui est insécurisant, mais je pense que cette insécurité, à un moment, elle s'est cristallisée sur votre aspect extérieur, sur votre visage. C'est arrivé au moment M. C'est arrivé au moment où je commençais ma première année. Bon, c'était un CDD, mais c'était sympa quand même. Mais je commençais ma première année, on va dire de travail proprement dit, quoi. Ma première véritable embauche après mon diplôme. Voilà, donc c'est venu se cristalliser à un moment où vous rentriez vraiment à travers le monde du travail dans l'âge adulte. Ça symbolisait cette entrée dans l'âge adulte. Avec toutes les angoisses qu'il peut y avoir autour, d'autant que vous n'aviez plus vraiment le soutien familial, puisque vous me dites que vous aviez désinvesti les relations familiales. J'ai jamais eu de soutien de leur part, même quand ils étaient là. Mais je sais bien que derrière ça, c'est parce que vous étiez en colère si vous avez pris le large vis-à-vis d'eux. Mais c'est pour ça que quand vous me dites, vous voyez l'orthophoniste, vous voulez vous remettre au sport, très bien. L'orthodontiste, le dentiste. Enfin, je pense qu'un soutien psychologique, oui, en septembre, c'est important. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Moi, je sais que au départ, ça va être certainement une fois par semaine. Oui, vous verrez le rythme, ça reste à définir, vous verrez avec la personne. C'est sûr que ça va se faire. Par contre, pour répondre justement, vous m'aviez dit qu'il y avait un problème derrière. Alors moi, j'ai un ami qui est qui a grandi, qui est d'un père psy, donc lui, il est à fond là-dedans. Et il m'a dit que ça m'avait fait souffrir parce que j'étais narcissique. Oui. Alors ça... Sachant que je n'ai pas l'impression de l'être. Oui, mais ça, on a tous du narcissisme. Il en faut. Le narcissisme, c'est un peu, c'est ce qu'on appelle l'amour de soi. Il en faut un peu d'amour de soi. Sinon, ça va pas. Ah, c'est pas l'ego. C'est vraiment l'amour de soi, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il faut arriver à pouvoir quand même s'aimer soi, parce que sinon, si on ne s'aime pas, comment voulez-vous avoir des relations constructives avec les autres? Comment voulez-vous aimer? Donc après, méfiez-vous comme ça de ce qu'on vous dit, des interprétations. Vous voyez, il y a le narcissisme, il y en a plusieurs formes. Alors il y en a qui sont dans l'hyper-narcissisme et d'autres qui en manquent au contraire. Donc ça, écoutez, ne vous arrêtez pas à des étiquettes comme ça. Allez voir quelqu'un pour parler de ce que parfois quand on a un vide en soi, on se raccroche à une apparence qu'on cultive le plus possible pour finalement se sentir aimable aux yeux des autres. Mais l'important, c'est de se sentir aimable à ses propres yeux. J'ai été une fanatique du fitness. Oui, mais voilà, vous avez beaucoup investi votre corps. Voilà, c'est peut-être ce qu'il a voulu dire à ce moment-là. Mais parce qu'il y avait peut-être un vide intérieur et il faut pouvoir en parler. D'accord ? Parce que, simplement pour vous dire, je suis quelqu'un qui vit avec, depuis l'adolescence, depuis la fin de mon adolescence, je vis avec des marques d'acné qui sont finalement assez visibles. Elles m'ont jamais dérangée. Donc, mais après... Je suis pas du détail non plus. Mais écoutez, après, il y a des choses qui peuvent gêner chez certains, ça va devenir un complexe phénoménal, et puis pour d'autres, pas du tout. Mais vous pourrez en parler de tout ça, parce qu'on sent chez vous un grand besoin de parler. Merci en tout cas de votre confiance, Esther. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Europe 1.
toutes vos confidences au 39 21. 34 centimes la minute. Petit mail de Bernadette qui nous avait appelé vendredi, qui est secrétaire médicale dans un service d'urgence et qui avait un petit coup de blues vendredi parce que justement elle avait une évaluation avec son cadre et cette évaluation, on lui avait dit qu'il fallait encore qu'elle fasse, qu'elle s'améliore, elle nous avait appelé, elle n'était pas très bien. Elle dit juste pour dire à vous, à ceux qui m'ont témoigné des messages, que je vais mieux, j'ai digéré comme on dit, je vous embrasse tous et je reprends le travail demain et je suis prête. Écoutez, on en est ravis. Voilà, c'était demain. Si vous serez comme ça en forme, tant mieux. N'hésitez pas à appeler si vous vous sentez vous aussi un peu avec peut-être la reprise qui s'annonce, un peu pas très en forme. On est là, on vous accompagne, on vous soutient. 39 21. Bonsoir Fatia. Oui, bonsoir Caroline. Donc moi je voulais surtout vous parler de la relation. Donc on a beaucoup parlé, dans vos émissions précédentes, la relation les mamans avec leurs filles. Et là moi j'ai un souci avec le papa et mon fils de 14 ans. Oui. Donc la relation, je trouve, se dégrade de plus en plus. Donc c'est suite à un divorce, donc il y a 3 ans. Donc il avait 11 ans. Oui. Et il a été témoin en fait pour lui je sais pas comment expliquer ça. En fait, il est parti en vacances avec ses enfants et dans la maison familiale, donc de vacances, et il a fait venir sa maîtresse. Donc les enfants étaient là. Oui. Vous étiez déjà séparés? Non, pas du tout. Non. C'était un couple normal, une vingtaine d'années de mariage, 3 enfants, Et donc il a fait venir. Donc le petit s'est pas rendu compte. Moi je suis arrivée, donc il m'avait prévenu, j'héberge quelqu'un qui est de passage, sans m'en dire plus. Donc moi quand je suis arrivée, donc la femme était là, les enfants étaient là, donc ils sont repartis tous les deux. Donc je me doutais bien qu'il y avait quelque chose de pas net. Et donc moi je suis restée avec les enfants. Et donc maintenant qui a 14 ans, 11 ans, commence à me raconter, papa fait ci, on fait ça, il lui a acheté ci, donc je dis quand je vais rentrer, je vais régler ça. Et j'ai eu confirmation par un texto que j'ai trouvé, en cherchant on trouve. Donc effectivement c'était sa maîtresse. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris ses affaires, je lui ai dit maintenant tu pars de la maison, sinon ça risque de se passer mal. Donc il est parti avec cette femme, donc on a entamé la procédure de divorce. Donc ça s'est plus ou moins bien passé, divorce à l'amiable, pas de souci. Donc moi je me suis fait aider par une thérapeute familiale avec les 2 plus petits. Mais le papa n'a pas voulu, ne s'est jamais remis en cause, n'a jamais. Il n'est pas venu. Toujours, il a toujours dit c'est maman qui a voulu divorcer, alors que oui, mais enfin il est à l'origine. Oui, mais il l'a jamais reconnu. Il a voulu bien voir la psychothérapeute une fois. Oui. Parce que j'ai insisté. Et puis elle m'a dit il reconnaît pas du tout, il se rend pas compte du mal qu'il a fait. Ça part de responsabilité, oui, parce qu'il a été très irresponsable. Hein. Voilà, oui. Alors 3 ans a passé. Donc là ils sont en vacances ensemble, donc ils rentrent vendredi. C'est même si son père fait quelque chose de bien, j'ai l'impression qu'il lui en veut de plus en plus. Plus le temps passe, plus il lui en veut. Donc j'ai beau dire prends-le, essaye de parler avec lui, laisse-le vider son sac une bonne fois pour toutes. Mais apparemment ils n'arrivent pas du tout à communiquer. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il lui en veut à son père? Il me le dit. Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit précisément? Il revient toujours sur ce que papa c'est pas bien, ce que son père fait c'est toujours mauvais, c'est moi qui le force à aller le voir, parce que je veux quand même que la relation reste, avec les 2 autres, un qui est le grand et le petit, donc ça se passe très bien, et donc c'était un enfant qui était très très proche de son père. Je pense qu'il s'est senti trahi comme moi je me suis sentie trahie, donc moi j'ai fait un travail sur ça. Oui. Donc lui il a été aidé, mais alors à l'école c'est une catastrophe, je vous dis 3 ans ça a été. Donc là je suis un peu perdue. Oui. Je sais pas, donc l'année scolaire, donc je vais rechanger de collège, je dis
on va repartir. Donc pendant un moment, je me suis dit, tu vas aller en internat, peut-être que ça te fera du bien. Donc, mais on passe un peu de mon père ce héros à mon père ce zéro, si on fait un rapide. Non, mais c'est ça. Non, parce que c'est ça, il était à un âge où son père Ouais. pouvait être un héros, enfin un modèle. Ouais, Alors c'est vrai qu'en plus, il arrive à un âge, vous avez l'impression que les rapports se tendent de plus en plus, mais c'est vrai que lui devient adolescent, il a 14 ans, donc les rapports peuvent se tendre, il y a de une forme de... c'est plus un petit garçon, un jeune garçon. Mais si vous voulez, là, pour un enfant, vous parlez de trahison, oui, c'est-à-dire qu'à 11 ans, il avait bien conscience, même d'ailleurs, même un enfant plus jeune, comprend quand son père ou sa mère est avec un amant ou une maîtresse, parce que l'enfant sent bien, à travers même des échanges de regards, des gestes qu'il y a une intimité qui n'est pas une intimité d'ordre amical. Oui. Donc finalement, il s'est senti très mal parce que c'était ne pas il est pris dans un conflit qu'on appelle de double loyauté, c'est-à-dire s'il en parle, il trahit son père évidemment, mais s'il en parle pas, il vous trahit vous. Oui. Hein, en disant donc l'enfant ne devrait jamais avoir à se trouver dans ce type de situation. C'est-à-dire que les adultes se trompent et des liaisons. Bon. Malheureusement, c'est comme ça que ça peut exister, mais les enfants ne devraient jamais se trouver témoins de ça. Mais là, il a été témoin. Alors, en plus, si vous voulez, bon, souvent, l'enfant prend fait et cause pour le parent qu'il estime lésé dans cette histoire ou qui, vous voyez, qu'il estime le plus, qui est trompé, hein, pour faire court. Et en même temps, ça va pas, c'est-à-dire, il éprouve de la colère vis-à-vis de l'autre parent, mais aussi de la culpabilité. Parce qu'il peut se dire qu'au fond, ses parents ont divorcé à cause de lui. Puisqu'il s'en est suivi un divorce. Donc c'est très très lourd pour un enfant. Je sais bien, donc c'est pour ça que j'ai... Mais je trouve en revanche très louable de votre part, et je trouve que c'est là où votre fils a beaucoup de chance, que vous, et on le sent dans la façon dont vous nous en parlez, vous ayez pu surmonter votre blessure, parce que c'en est une, que vous ayez pu la surmonter, comme vous le dites, en thérapie, hein, en en parlant. Oui, j'ai été aidée sincèrement avec une dame vraiment qui m'a épaulée pendant une année. Hein. Toute la procédure du divorce, elle était là. Donc moi, j'ai continué à la voir encore un peu après. Bon, moi, je trouve que je vais mieux maintenant. Donc le temps a passé. Oui. Donc maintenant, j'ai le recul et je voudrais qu'il ait une relation avec son père normale, comme ses frères, quoi. Mais et ça me chagrine beaucoup. Hein. Ce qui va l'aider, c'est que justement, vous avez ce désir... qu'il puisse, si vous voulez, avoir une relation avec son père, retrouver un lien affectueux et tendre avec son père, même s'il peut y avoir des tensions comme il peut y en avoir à cet âge-là. Mais si vous voulez, vous ne réglez pas des comptes avec son père à travers lui. Donc ça va considérablement aider votre fils. Ça, c'est ce que c'est ce que j'ai évité en fait. Il y a eu, j'ai essayé, j'ai pris sur moi parce que justement je voulais que ça se passe bien. Il y a eu le droit de garde. J'ai dit tu les prends quand tu veux. Bon, eux ils veulent pas voir l'autre femme, donc c'est compliqué. Donc j'ai dit bon, au moins le dimanche soir tu les prends tout seul. Donc ça c'est instauré maintenant. Donc il arrive à y aller avec ses frères, mais je trouve que c'est un énorme gâchis, quoi. Mais peut-être qu'avec votre fils, il faudrait pouvoir lui dire que le décharger aussi peut-être d'une culpabilité qu'il porte aussi et qui peut être source de colère. C'est-à-dire reparler de dire, puisqu'il ne voit en son père actuellement que des défauts, vous pouvez dans la façon dont vous parlez de lui, et c'est là que vous allez l'aider, aussi pointer des qualités qu'il a eues, ce qui serait impossible pour vous si vous étiez, vous, encore enfermé dans la blessure, dans la colère et dans la tristesse. Oui, parce que là, il est en vacances avec lui, donc je sais son père fait le maximum, mais il est jamais content. Je lui dis, il fait des efforts. Mais il lui fait payer, oui. Oui, voilà. Il lui fait payer. Mais vous pouvez dire, parce que surtout à 14 ans, il peut tout à fait comprendre ça. Hein, il va être dans l'âge où il va vivre lui-même des premières amours adolescentes. Dire que avant d'avoir été ses parents, vous avez été des amoureux. Oui.
Et puis, après, ses frères sont nés, lui est né. Bon, il y avait, et puis que, à un moment, c'est vrai que c'est ce qui peut arriver quand on est amoureux. Et à un moment, on l'est moins. Oui. Voilà. Et ça peut arriver, mais pour autant, son père, vous en avez été très amoureux et vous en êtes tombée amoureuse parce que voilà, vous pouvez lui parler de ce père, de cet homme dont vous avez été amoureuse et pourquoi vous étiez amoureuse de lui. Ce qui est une façon de pointer des qualités et qui fait que vous avez eu envie de vivre, d'être avec lui, de vous marier avec lui, d'avoir des enfants avec lui. Oui, parce que de là, peut-être, il peut vous écouter l'air de rien, dire vous connaissez un peu, mais c'est une façon de dire cet homme, qu'il a déçu, parce qu'il a été déçu à un moment, et puis le sentiment qu'il a, qui vous a abandonné, qu'il a été abandonné aussi, et qu'il est moins coupable de ça. C'est-à-dire dire que le sentiment aussi amoureux à un moment, on peut être moins amoureux, et que de toute façon, c'est pas lui qui est à l'origine de tout ça. Mais moi, ce que j'avais surtout peur, c'est que moi, j'ai l'impression que la rancœur augmente avec le temps. De l'apaiser, c'est ça qui me chagrine, en fait. Parce que si vous voulez, je pense que, je ne sais pas si elle augmente, mais elle prend une forme différente dans la mesure où il est à un âge où déjà, je vous dis, à l'adolescence comme ça, il peut y avoir il est obligé de se détacher un peu du père pour arriver à exister un peu par lui-même. Donc, vous voyez, quand je disais mon père, ce héros, il est tombé du piédestal, d'autant plus. Ça, voilà. Ça, j'en ai bien conscience. Donc, il aurait pu apparaître des tensions quand les enfants sont petits, les parents sont des dieux vivants. Et puis justement à l'adolescence, c'est ce qui est difficile, c'est que les parents ils sont déboulonnés de leur piédestal. Donc c'est peut-être ce qui est en train de se passer pour votre fils et qui aurait pu se passer de toute façon même s'il n'y avait pas eu cette histoire et qui est accentué. Voyez. Il y a plus d'agressivité quand même qui entre en ligne de compte, plus que chez des jeunes enfants où elle se manifeste en tout cas différemment. Ça ne veut pas dire que des jeunes enfants à un moment peuvent pas peuvent pas en vouloir à leurs parents à certains moments, être en colère, manifester si l'enfant pose un interdit et que l'enfant ça l'embête. C'est bon. Mais simplement, plus on grandit, plus évidemment on s'affronte à ses parents. Mais c'est surtout ce qui me faisait peur. J'ai écouté beaucoup les témoignages de maman, fille, et c'est vrai que ça a fait écho en moi. Je me suis dit, et c'est vrai que je me dis, je voudrais pas qu'il traîne ça encore. Mais quelle relation avait-il avant tout ça? Très proche. Très proche. Bon. C'était un des 3 garçons le plus proche de son papa. Oui, donc d'où sa déception d'autant plus forte parce que ça a changé aussi votre mode de vie. Oui. Donc, voyez, ça a changé votre mode de vie. Il s'est senti abandonné aussi certainement. Ce père l'a déçu et puis, vous vous êtes séparés. Alors, ça serait bien évidemment que le père aussi, son père lui parle un peu, lui dise, sans avoir à se justifier, mais c'est-à-dire dire, c'est vrai que peut-être dire, tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé entre moi et maman. De toute façon, il y avait des choses qui n'allaient plus. C'est vrai que j'aurais pas dû venir avec cette femme dans la maison, mais il s'agit pas non plus. Il faut pas le mêler trop. Il faut pas le mêler à votre. Il faut pas que, vous voyez, il a pas à faire non plus des. C'est pas un copain son fils, donc il n'a pas à rentrer dans l'intimité de votre couple, mais simplement à savoir que ça n'allait plus. Enfin, qu'il y avait des choses qui n'allaient peut-être plus, voilà, et donc il n'est pas responsable de la séparation. Parce que j'accepte que si jamais il y a un souci à l'école et tout, que son papa vienne à la maison. Voilà. On a eu beaucoup de soucis, donc ces 2 dernières années avec l'école, donc je me suis beaucoup plus ouverte, je me suis apaisée. Donc on parle maintenant normalement et pour les enfants quoi. Donc, et puis alors ça va l'aider et puis peut-être de voir que vous avez pu conserver ce lien de parents vis-à-vis d'eux, de parents responsables. Il peut aussi comprendre votre fils que les parents ne sont pas parfaits et que les parents font des erreurs aussi. C'est ce qu'il faut aussi peut-être lui dire tu sais. Moi, ça a été, j'ai beaucoup aimé ton père et tout, mais personne n'est parfait. On fait des erreurs, même quand on est parent.
Hein. C'est aussi finalement ce qu'il a découvert là aussi, que son père n'était pas parfait. C'est aussi parfois comme ça un peu qu'on grandit. Et puis voilà, peut-être vous acceptez, eh bien qu'il y ait un peu des relations un peu tendues, un peu agressives avec son père, mais pour autant, il ne refuse pas d'aller le voir. C'est ce qui compte. C'est parce que je force beaucoup. Bon, ça vous avez raison. Oui. Vous avez raison d'y tenir et de dire oui, je veux que tu ailles voir ton père. Si tu veux pas y aller tout seul, j'ai dit bon, il y a les frères qui sont là, donc j'ai dit tu vas. Et en fait, il refuse de se retrouver en tête-à-tête avec lui. Oui. Mais c'est important de maintenir le lien mais d'accepter peut-être qu'il fasse preuve un peu d'agressivité. Mais je vous dis, vous pouvez lui en parler de façon comme vous le faites, hein, relativement apaisée, parce que le fait que vous ayez surmonté votre blessure va beaucoup aider votre fils. Voilà. Très bien, je vous remercie infiniment. Mais c'est moi qui vous remercie, hein, Fatia, vraiment, parce que il a de la chance d'avoir une mère qui a pu régler ses propres problèmes. Oui, voilà, bon, ça a été difficile. Hein. Oui, ça j'en doute pas, j'en doute pas. Mais bon, difficile, c'est ce qui compte. Bon, ce qui me fait de la peine, c'est que je voudrais pas qu'il grandisse avec. Non, voilà, c'est pas ça. Pas forcément. Ça peut être un moment ponctuel. Hein. Il faut peut-être l'accepter aussi. Ouais. D'accord, très bien. Je vous remercie infiniment. Merci, c'est moi. Au revoir, Fatia. Merci à vos collaborateurs. Hein. Au revoir. Merci, au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Sarah. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Mais je vous en prie. Je bipolaire et stabilisée en principe. Je me suis retrouvée chez ma fille, regarder son chat, mais toute seule, et dans sa maison. Mais alors, la chambre est en rez-de-chaussée, enfin, est en sous-sol, donc il n'y avait pas de bruit. Donc les petits, je fume, donc les petits bruits de respiration ou tous les gargouillis intérieurs faisaient du bruit. Je croyais que c'était le chat qui réclamait, parce qu'elle est très vorace. Et donc, je me levais à n'importe quelle heure, mangeais n'importe quoi, était vraiment très déboussolée et très inquiète aussi. Alors, ça n'a duré que 9 jours, parce que ma petite fille est partie le 14, sa fille, donc, et ma fille est rentrée le 23, donc vendredi. Et le jeudi soir. Et donc, alors j'étais sourde d'une oreille, donc à cause d'un bouchon sans doute. Oui. Donc j'avais laissé mon portable sur silence, donc c'était plutôt drôle. Ce que je vais vous dire est tout à fait anecdotique en fait, d'un bout à l'autre, parce que voilà, j'avais l'impression du coup d'être complètement déconnectée de la réalité. Déjà, ça n'aide pas si le fait de ne pas entendre d'une oreille, ça joue. Vous êtes, oui, c'est un peu ça coupe du monde. On dit bien, c'est on dit toujours les gens apprennent le plus de perdre la vue, mais être sourd, c'est terrible, ça isole complètement les autres. Donc voilà, bon. Le gag, c'est que mon téléphone était au silencieux, ce qui n'aide pas. Ce qui n'aide pas effectivement à se sentir relié aux autres. Hein. Et ça, alors, j'ai trop regardé la télé, donc entre le sexe, alors il y a des beaux voyages, mais sinon c'est que des jeux ou des choses un peu. Donc, et avec grand écran en plus, enfin bon, tout ce qu'il faut pour faire bizarre sur le plan visuel. Oui. Et donc, je me suis vraiment retrouvée. Alors, je n'étiez pas dans vos repères, parce que quand vous dites déconnecté... Alors en plus, il y a le temps, évidemment, la chaleur. J'avais un ventilateur dans la chambre qui est en haut, mais j'avais chaud dans le lit la nuit. Et donc, je suis suivie. Hein, donc, j'ai appelé mon médecin le jour même, qui m'a donné rendez-vous, que je l'ai vu lundi. Et il me manquait une molécule. Mon anxiolytique, je n'avais pas mon anxiolytique. Oui, mais vous vous sentiez angoissée ? Oui, puisque je vous dis, je me levais pour manger des rouleaux de surimi là, en pleine nuit avec de la mayonnaise, alors que c'est pas du tout ce que je mange. Je mangeais des plats surgelés, alors que c'est pas du tout ce que je mange.
Puis la chatte est vorace, donc elle réclamait, et je croyais tout le temps que c'était elle. Et, oui. Enfin, c'était vraiment... Mais vous étiez seule dans la maison? Tout à fait. Et vous entendiez, oui, un peu des bruits je respire mal, parce que je fume, alors en plus... D'accord. Donc, et vous avez eu peur, quoi, de rebasculer, de faire une rechute, oui, voilà. de vous dire, c'est ça? J'ai eu peur d'avoir perdu la raison complètement. C'est-à-dire que quand ma fille est rentrée, oui. j'avais pas prévu les provisions, donc oui. Ils se sont arrangés. Oui. Bon, j'arrosais tous les jours, j'allais dans la courette, donc j'ai quand même pris de l'air, enfin si on veut, parce que... Et puis j'avais été faire des courses 2 jours avant, un matin, pour que ça ne fasse pas trop chaud. Mais enfin, je me sentais complètement déstabilisée. Et alors, c'était très impressionnant. Alors là, ça a un petit peu continué, parce que je dérange ma fille un peu au téléphone, je me réveille à n'importe quelle heure, et bon, par ailleurs, j'ai quand même une chose qui est positive, parce que j'avais un ami de cœur, et on est redevenu amants, là, à cette occasion. Donc ça, c'est quand même une excellente chose. Il s'est passé quelque chose, Une excellente chose, oui. Oui, vous n'étiez pas complètement déconnecté de tout, là. Non, pas finalement. Pas C'est-à-dire, dimanche. Bon, là, vous avez renoué avec la réalité. Et quelle réalité? Voilà. Oui. Et oui. C'est vous qui l'avez appelé je suis allée le voir ce week-end, puisque j'y vais souvent au week-end à Paris, parce que j'habite dans le 93. Oui, d'accord. Mais j'ai beaucoup apprécié, je crois que c'était Daniel qui parlait de la dépression hier. Alors, il y a eu Dominique qui a appelé en réaction. Le Dominique, monsieur, c'est ça, l'auditeur? Oui, il parlait de la dépression et effectivement, il faut sortir tous les jours. Effectivement, faut pas... Alors ça, c'est une suite d'une période où je suis restée beaucoup au lit. Parce que j'ai des problèmes d'intestin assez graves, genre gastro, et où je ne pouvais plus m'alimenter du tout. Donc là, ma fille était passée. Mais bon... Oui, mais là, c'est ça, pendant 9 jours, vous étiez déjà hors de vos repères, puisque vous n'étiez pas chez vous. Non. Et vous vous êtes laissé, alors avec cet écran finalement toujours allumé, on a l'impression, vous êtes laissé un peu happé par les images, et vous n'aviez plus de rythme, le temps même, vous saviez plus à quel rythme il s'écoulait. Vous n'aviez plus de repères dans le temps. Mais ça me le fait jour, encore. Nuit, ça c'est très mauvais, hein. Oui. C'est-à-dire finalement vous leviez la nuit pour manger. Oui. On a l'impression que la télé reste allumée. Oui. Ça me fait encore parce que là j'ai eu attention mal. À ça. Hier soir j'ai cru que votre émission n'était pas encore terminée alors qu'elle n'était qu'en route, enfin des choses comme ça. Mais sinon la vie est tellement, vous savez, c'est tellement compliqué, difficile. Voilà, j'entendais parler de cette maman qui a des problèmes avec son fils. Bon évidemment ma maman était Alzheimer et j'ai divorcé aussi. J'ai donc mes 3 enfants. Enfin, je veux dire, la vie, c'est une somme, mais c'est vraiment pas très simple de s'y retrouver dans tout ça. Mais vous êtes angoissé en disant que peut-être, vous perdiez un peu la raison. Alors, vous en parlez, c'est très précis quand même dans votre tête. Vous en parlez, vous êtes très conscient de ce qui s'est passé. C'est pas comme si ça avait été quelque chose dans une... C'est ce que me disent mes enfants. Et ma fille m'a dit... Tout est normal, maman. Oui, parce que vous vous souvenez très bien de ce qui s'est passé. Vous le décrivez. Alors effectivement, vous avez vécu un peu vous aviez plus de rythme, avec vous levez à telle heure, vous couchez à telle heure, mais vous savez très bien ce que vous avez fait. Oui, tout à fait. Or, justement, dans la maladie d'Alzheimer, on ne se souvient pas de ce qu'on a fait dans un temps, l'heure d'avant, ce qu'on a mangé l'heure d'avant, vous voyez. Bon. Ma petite fille disait aussi, mais Mamoun, t'es comme d'habitude, t'as pas de soucis à faire. Alors bon, j'ai eu mes fils aussi, et il y en a un qui m'a dit, je suis au travail, pourquoi tu m'appelles? Et l'autre qui m'a dit, mais ça, maman, c'est pas... Attends, t'es pas Alzheimer, t'en es loin. Non. C'est-à-dire cette peur qui est énorme. Oui, il y a cette peur, bien sûr. Ma psychologue me dit bien, non, vous êtes très loin de là. Puis là, au CATTP, je fais de la peinture. Oui. Et j'ai été en peinture. Enfin, je ne veux pas dire que j'ai fait une belle peinture, mais je suis allée, quoi.
Et là, en fait, c'est peut-être par rapport, on voit bien aussi que par rapport à votre bipolarité, vous êtes stabilisé et vous connaissez les signes qui pourraient vous alarmer. Et voyez, d'ailleurs, vous avez très bien fait d'appeler votre médecin. Vous avez ce réflexe d'appeler votre médecin, de dire, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous aviez, je crois, besoin d'être rassuré parce que ça a été un peu déstabilisant de vous trouver hors cadre et un peu seul et dans un endroit, où finalement, vous n'avez pas vos habitudes. Les habitudes qui vous structurent. Et la chaleur aussi oppressante, qui peut effectivement créer un peu un sentiment d'irréalité. Mais quand vous nous en parlez, c'est si vous voulez, les souvenirs sont très précis. C'est ce que je vous n'êtes pas dans un flou. Alors c'est vrai que vous enchaînez, vous décrivez un peu ce quotidien. On pourrait passer du coq à l'âne, mais parce que c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais dans les faits, vos souvenirs sont néanmoins précis. Tout à fait. Mais c'est ce que donc il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Oui. Parce que, vous voyez, ça a été un moment un peu comme ça, en suspens. C'est pas toujours évident d'être dans un lieu. En plus, vous aviez que le chat avec qui faire votre conversation. Et puis finalement, elle est très vorace, elle est très forte, elle est très grosse, elle est très gourmande. Écoutez, elle a été heureuse de vous avoir, puisqu'au moins vous leviez la nuit, même pour lui donner à manger. Donc elle doit être contente de votre séjour. Et puis, toujours. Et puis vous avez retrouvé un ancien amant, donc ça c'est merveilleux. Ça c'est. 73 ans, oui, quand même. Ah alors, vous voyez. Oui, tout à fait. Bon. Non, mais c'est vrai que c'est. Mais ce que je disais, c'est qu'il y a plein de choses en fait qui sont anecdotiques, parce que ça paraît bizarre de se souvenir justement de certaines choses et pas de certaines autres, et d'avoir ce sentiment de perte de la réalité du temps. Oui, mais parce que c'était un peu le contexte qui faisait ça, et certainement un peu le climat et le fait où jour-nuit, c'était, voyez, vous inversiez. Et ça, c'est quand même important compte tenu de votre état, d'être un peu vigilante là-dessus quand vous vous sentez peut-être un peu glissé. Parce que c'est vrai que là, on peut repartir, donc de vous réinstaurer un cadre un peu. On parlait de... Quand même, On parlait de... Avec Dominique, on en parlait hier justement de ça. Et on parlait de déprime, mais bon, moi j'ai fait beaucoup de lits avec cette histoire de maladie. Je suis restée beaucoup chez moi, sans me lever, quoi. Parce que ça faisait par ailleurs, je suis cardiaque, enfin, j'ai fait de l'arythmie, donc je suis obligée de surveiller mon cœur aussi. Oui. Bon, là vous êtes rentrée chez vous. Oui. Bon. Donc vous avez repris un peu vos habitudes, vos repères. Oui, vous avez retrouvé des bêtises au téléphone encore. Je mélange tous les numéros de téléphone. Bon, ça c'est pas. Vous avez le numéro d'Europe 1, ça compte. Et puis le numéro de votre médecin. Bon. Oui. Et puis sinon, je savais plus. Pour calculer les années, il n'y a rien de plus difficile. Donc je savais plus à quel âge ma maman était décédée. Oui, mais ça vous savez, ça peut arriver à beaucoup de personnes, Sarah. C'est parfois difficile de situer dans le temps, dans les années. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a Alzheimer. Rassurez-vous, vraiment. Je vous embrasse, Sarah. Bonne nuit à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Vous avez du mal à trouver le sommeil, nous sommes tout à vos côtés jusqu'à 1h. Vous pouvez appeler le 39 21 pour me parler de vous et de votre vie. Et vous pouvez également réagir aux différents témoignages par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ou en nous écrivant sur le site europe1.fr. Par rapport au témoignage de Sarah qui s'était sentie un petit peu dans un contexte un peu d'irréalité après être partie chez sa fille garder le chat de celle-ci, Sarah nous disait qu'elle était bipolaire, elle avait passé un peu 9 jours où elle avait l'impression d'être déconnectée de la réalité. Un message qui arrive justement par SMS qui dit: j'ai eu ce type de ressenti en baissant mes anxiolytiques trop vite, et regardez bien sur la notice, c'est exactement l'angoisse qui est liée aux symptômes de sevrage. Bon, alors c'est vrai que Sarah nous a dit après en fin
discussion qu'elle n'avait pas ses anxiolytiques avec elle. En tout cas, c'est des traitements comme ça, que ça soit les antidépresseurs ou là c'est différent dans la bipolarité, c'est pas des antidépresseurs, mais tout ce qui est les médicaments qui régulent l'humeur, les antidépresseurs, le lithium, les anxiolytiques, il ne faut jamais les arrêter brutalement parce qu'effectivement les symptômes de sevrage peuvent être difficiles, peuvent entraîner des rechutes rapidement. Donc dans ces cas-là, allez voir un médecin parce que pendant les vacances, on peut effectivement oublier de les emporter avec soi. On va accueillir Yann. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Yann. Bonsoir Caroline. Merci de prendre mon appel. Mais je vous en prie, je suis là pour vous. Ça me fait un peu bizarre, mais ça se trouve, en plus mes parents écoutent, ils vont me reconnaître. Ça va me faire bizarre, mais en fait, je vous appelle parce que depuis, on va dire, la reprise après les vacances, là, j'ai commencé un travail, donc je suis dans cette entreprise-là depuis mars. Oui. Et là, depuis août, je suis passé en CDI. Oui. Et qu'est-ce que vous faites ? Je travaille dans un bureau d'études en environnement. D'accord. Et donc, les premiers mois, c'était un peu difficile, mais bon, c'était le nouveau travail, etc. Et ça s'est quand même assez vite amélioré. Et là, depuis 2 semaines, là, la reprise, on attaque la partie, on va dire, rédaction des dossiers. Et donc, et on a pas mal de travail. Et du coup, c'est vrai que là, depuis 2 semaines, j'ai vraiment l'impression de penser, dormir, boulot. Et même si j'arrive encore à dormir et à penser à autre chose de temps en temps, j'ai vraiment, je me sens un peu, plus souvent triste que d'habitude. C'est vrai que vous vous sentez triste. Un peu, ouais. Oui. Mais c'est vrai, même au travail, là encore aujourd'hui, ma collègue m'a dit, oh, t'as la mine triste ou un truc comme ça. Et même si je sais pas s'il me tend d'une perche, il dit ça avec un trait d'humour ou je sais pas, mais je me vois pas lui dire oui, ça va pas du tout en ce moment. Enfin, ça va pas du tout, ça va pas trop en ce moment. Parce que il y a trop de stress. Vous trouvez qu'il y a trop de travail, il y a une charge de travail, ça vous pèse, c'est. C'est vrai que je suis de nature assez stressée, même quand des fois pour pas grand chose, où je me fais des films dans la tête. Vous êtes anxieux. Oui. Oui. Mais c'est vrai que là, c'est peut-être aussi le fait que c'est mes premières expériences de travail, donc c'est vrai que c'est pas. Il y a quand même une petite pression parce qu'il faut rendre les dossiers à temps, etc. Et c'est vrai que je me dis, j'ai envie de bien faire et de pas être en retard, tout ça. Et donc c'est vrai que je me mets peut-être aussi la pression tout seul, mais bon, elle est là quand même et je suis peut-être pas habitué ou voilà, c'est vrai qu'avant je faisais, j'ai déjà été un peu dans la vie active, mais c'était pas des CDD ou des CDI, mais c'était des boulots un peu moins stressants quand même, quoi. Oui, c'est-à-dire que là, il y a un temps, on vous donne un temps précis pour rendre un dossier. Voilà. Et selon vous, il est suffisant ce temps ou on vous pressurise un peu ? Comment vous le ressentez ? Disons que c'est sûr que si je faisais mes 35 heures, ce serait impossible. Après, je suis conscient et puis je le savais déjà avant de signer que c'était pas à 35 heures. Déjà avant, on le faisait pas, mais c'est vrai que j'ai pas été habitué à faire des grosses semaines comme ça d'affilée. Et... Vous êtes à combien là d'heures ? La semaine dernière, j'ai fait 50 et là, à mon avis, c'est parti pour faire plus cette semaine. Oui, mais là, effectivement, ça peut être ponctuellement parce qu'il y a une surcharge de travail. Ouais. Mais c'est vrai que si c'est comme ça, je comprends aussi que vous vous épuisiez. Ouais, mais après, faudrait pas non plus qu'ils en prennent, parce que vous en faites 50 en étant payé 35 ? On est payé 35, mais après on a des récup, on a du temps de repos qui sera après quand il y aura moins de travail, quoi. Mais alors comment ça se passe ? C'est parce que là il y a un moment particulier dans votre... Ouais, c'est sûr que c'est le métier peut-être qui veut ça, mais encore que je suis... Mais vous faites donc, je connais, bureau d'études en aménagement du territoire, c'est ça ? C'est un peu ça, oui, on va dire. En fait, si vous voulez, pour un exemple... on peut réaliser des études d'impact pour des projets éoliens. Oui. Et on va essayer de regarder s'il y a
peuvent être les impacts sur la faune et la flore. Et moi, je m'occupe de la faune, donc on recense les oiseaux, etc. D'accord. Et après, sur le dossier, on essaye de synthétiser tout ça et de dire si le projet va être impactant, si oui, comment, et comment réduire cet impact. Ou voilà. C'est intéressant. Oui, bah on m'aurait dit, je crois, à 20 ans, tu vas travailler dans un bureau d'études à 25 ans et tout en CDI. Je crois que je l'aurais signé, mais Oui, mais je crois que je me rendais pas compte que ça allait être si dur. De la charge de travail. Ouais, peut-être, ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, dans les autres trucs que j'ai fait avant, c'était surtout en milieu associatif et la charge de travail, elle est pas, elle est moindre et elle est différente, quoi. C'était peut-être plus réparti tout au long de l'année et j'avais moins de responsabilités et... Oui, alors que là, vous avez comment dire, c'est peut-être aussi avec la rentrée, c'est peut-être, vous voyez, il y a un coup de collier à mettre, mais ça sera pas, ça sera pas toute l'année comme ça. Non, c'est peut-être ce qu'il faut vous dire. C'est peut-être parce que vous êtes aussi, vous le dites vous-même, d'un tempérament anxieux, vous avez envie de bien faire. Donc souvent quand on est anxieux, on est aussi on peut être très consciencieux et un peu perfectionniste. Donc vous voulez peut-être bétonner vos dossiers, enfin vous voyez, vous vous mettez trop la pression peut-être. Ouais, c'est vrai. Mais j'en ai parlé avec mes parents, avec des amis, et c'est vrai que c'est peut-être le métier qui rentre, l'expérience qu'il faut qu'il soit faite, mais c'est vrai que, j'espère que ça va pas durer. J'ai peur si ça dure encore, on va dire 2 semaines ou même 3, de vraiment pas pouvoir tenir. Et... À ce point-là ? Je sais pas, ouais. C'est peut-être que là, pareil, je suis anxieux, alors peut-être que je me fais peut-être que j'ai pas assez confiance en moi et que finalement. Qu'est-ce que vous voulez dire, pas pouvoir tenir ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Qu'en fait, le plaisir que j'ai d'avoir trouvé un CDI et de pouvoir me poser soit dépassé par le fait que je sais que ça peut être, qu'il y a des travails où on en demande peut-être moins à une période et peut-être que le travail est plus étalé tout au long de l'année et que... Mais c'est-à-dire ça, j'ai compris. Mais ça veut dire que ça vous gâche finalement le plaisir d'avoir trouvé. Alors comme vous dites, c'est vrai qu'il y a malheureusement 3 millions de chômeurs là, et on dit qui aimeraient avoir un travail. Mais finalement, vous dites tout ce plaisir que vous aviez à 24 ans de trouver, d'avoir un travail, un CDI dans un domaine qui vous plaisait, c'est gâché par le fait que vous vous sentez dépassé, si je comprends bien là, par cette charge de travail. C'est ça ? Un petit peu. Trop stressé. Après... Ouais, peut-être, mais c'est vrai que je le suis par nature, alors... Oui, et voilà, alors c'est ça le problème, c'est-à-dire est-ce qu'il faudrait pas un petit peu... D'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait vous aider à aborder les choses avec moins de stress ? Vous avez dit, vous en parlez avec vos parents, et vous avez commencé en disant, mes parents écoutent peut-être, ils vont me reconnaître, comme si c'est pas anodin d'appeler en sachant que les parents peuvent peut-être entendre, comme si vous attendiez un peu d'aide aussi. Ouais, un peu de soutien. On en a parlé ce week-end et ils me soutiennent. Je sais que si j'ai besoin, je peux les appeler. Mais là, si j'ai appelé, c'est aussi parce que j'ai envie d'avoir des avis un peu extérieurs ou parce que mes parents, forcément, ils vont pas se mettre du côté en plus, mon père, il a pas mal connu ça. Il est aussi de ce tempérament-là, mais anxieux. Oui, assez. Et c'est vrai que quand il a eu pas mal de boulot où il travaillait beaucoup. Et il s'est bouffé la vie, il me l'a dit, il s'est bouffé la vie par le boulot, donc il faut pas que je fasse pareil, mais c'est dur en même temps de vouloir bien faire et en même temps de quand on rentre de vraiment couper. Oui, de ne pas arriver, c'est ça le problème, c'est que vous mangez boulot, vous dormez boulot, vous n'arrivez pas à couper. Donc déjà là, il y a une charge de travail importante, mais vous n'arrivez pas à vous reposer, à vous vider un petit peu la tête. C'est-à-dire que c'est là où il y a le stress, qui est trop présent. Ouais. En tout cas, c'est vrai que... Vous vivez seul Oui. Oui, mais ça n'aide pas. Parce que c'est vrai que parfois, le fait de rentrer, d'avoir son compagnon, sa compagne avec qui, on va arriver au départ, on va être tendu par sa journée, on va peut-être avoir envie d'en parler, Mais après, avec l'autre, on va aussi passer à autre chose. On va parler un peu, l'autre va nous parler aussi de sa journée. Alors parfois après, mais il y a les enfants, il y a, vous voyez, où on peut sortir, on se fait une petite dînette. Alors que seul, du coup, on ressasse. C'est vrai que ça n'aide pas. Ouais,
voyez, vous êtes. Alors peut-être qu'il faudrait même malgré la fatigue vous dire bon bah déjà vous êtes jeune, hein, à un moment vous allez bien rencontrer quelqu'un, mais de temps en temps vous dire bon oui je suis stressée, j'ai du boulot, voilà, mais je vais quand même prendre le temps, m'accorder le temps d'aller prendre un verre avec des copains, avec. Mais c'est vrai que là depuis mon nouveau travail on est il y a 4 autres, voire même 5 là, jeunes qui bossent avec moi et qui sont là depuis plus longtemps que moi pour la plupart. Et quand on se retrouve le week-end et tout ça, on essaye de faire des trucs pour se vider la tête, on essaye de partir un peu ailleurs. Mais c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher, tôt ou tard dans la journée, on va parler boulot et c'est vrai que genre là le week-end dernier, je suis retourné chez mes parents parce que je savais que ça allait me faire du bien de soit d'en parler vraiment pas beaucoup avec mes parents, mais d'en parler un peu et de complètement couper, de pas ressasser ensemble les problèmes de boulot parce qu'on a tous plus ou moins les mêmes. Ah oui, parce que déjà vous avez des journées bien remplies, bien stressantes. Si en plus vous n'arrivez pas à décompresser, à un moment il y a surcharge. Hein. Vous savez, même le système psychique, c'est un peu comme c'est vraiment je caricature en disant ça, mais un peu comme une installation électrique. Hein. Vous voyez, à un moment ça peut disjoncter. Il ne faut pas la mettre trop non plus sous pression, il faut pouvoir vous reposer. Alors, il y a d'ailleurs Sergio qui dit est-ce que vous faites du sport, parce que ça fait du bien, ça permet d'éliminer, ça vide la tête, ça permet d'éliminer aussi le stress, les tensions. Là de temps en temps ça arrive qu'on fasse un petit peu de sport comme ça avec les copains, mais c'est vrai qu'on avait dit là qu'on va essayer de se remettre peut-être à la piscine, voilà. Mais c'est vrai que même là je m'étais dit tiens peut-être que je vais m'inscrire dans un club, mais quand je rentre le soir, j'ai pas la tête à chercher ou Oui, mais c'est ça, le piège, il est là, Yann. C'est-à-dire que du coup, vous êtes, ça vous bouffe toute votre énergie en parlant un peu crûment et familièrement, et donc vous n'avez plus aucune énergie. Mais c'est pas tant de la fatigue physique, c'est de la fatigue intellectuelle, et elle est terrible celle-là. Voyez, vous épuisez psychiquement. Ouais, parce que avant les vacances, je m'étais dit tiens, je me réinscrirais pour retrouver. Pour refaire de la basse, de la musique. Oui. Et puis après il y a eu les vacances et là je recherche aussi un autre appart. Alors j'essaye de prendre étape par étape, mais c'est vrai que là quand je rentre, j'ai pas envie de tout faire non plus en même temps. Mais il s'agit pas de tout faire en même temps, mais peut-être vous voyez, puisque vous aimez faire de la basse, il faut aussi que vous ayez un endroit où vous puissiez décompresser, vous faire plaisir. Vous pouvez pas être bien si vous êtes toujours la tête dans le travail, même si ce travail vous plaît au départ, ce qui est formidable. Hein, il faut voir quand même qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail, et puis beaucoup de gens qui ont un travail qui ne leur plaît pas, ou c'est uniquement alimentaire. Donc vous avez cette chance d'avoir un travail qui vous plaît, mais où là il y a une charge de travail importante. Donc pour équilibrer un peu les choses, il faut que vous ayez à côté quelque chose où vous pouvez aussi un peu défouler ce stress accumulé, cette tension accumulée dans le travail. Voyez ? Pour pouvoir un peu aussi, et vous travaillerez mieux en plus, parce qu'avec moins de tension, avec moins, et plus vous mettez quand on se met trop la pression, on travaille pas bien. Parce qu'on devient trop pointilleux, trop perfectionniste, vous voyez, il faut par moment un peu prendre du champ. Il y a Sergio qui dit le squash, très bien pour se défouler, pas forcément pour le cœur, mais bon. Il y a Eridan qui dit ce serait quand même dommage que quelqu'un qui s'occupe indirectement de la nature perde sa joie de vivre à l'intérieur, c'est vrai quand même. Il faudrait aller un peu dans la nature, voyez, respirer, vous aérer, ça serait une bonne chose, hein, et pas seulement vous en occuper à travers des dossiers. Non, mais c'est vrai, après, on est quand même beaucoup dehors et même, ça reste une passion. Donc là, par exemple, ce week-end, il y en a même quand j'en parle à mes amis, des fois, ils disent, mais tu rebosses encore le week-end parce que ce week-end, je suis retourné voir un peu des oiseaux. Du coup, mais c'était dans un autre contexte avec des amis. Ça c'est différent. Oui, ça si vous les regardez de près, là, et puis vraiment pour le plaisir de les voir, pas en vous disant oh là là, je dois boucler le dossier dans une semaine. Bon. Hein? Non, là c'est dans un cadre sympa. Il n'y a pas la responsabilité d'être dans le travail. Voilà, c'est un plaisir.
Alors c'est ce que dit Philou, qui envoie un petit message en disant une fois le dossier fini, il faut trouver de quoi s'évader. Il y a Luke Skywalker qui dit, qui cite Coluche, qui dit on ne cherche pas de travail, le salaire nous suffirait. C'est très bon, c'est vrai. C'est excellent, je connaissais pas, mais c'est excellent. Non, il faut que vous abaissiez un peu la pression, Yann, là, franchement, voyez. Mais je sais, mais en plus, je pense que il commence à me connaître peut-être un peu au travail. Oui. Et je pense qu'ils le sentent et que. Oui. Et que si j'en parlais, il serait, à mon avis, demain il y a une réunion. Moi, je sais pas si je pourrais vraiment être là très longtemps parce que j'ai. Vous pouvez dire que voir un peu comment vous pouvez vous organiser, voir que peut-être là on vous a mis, il y a un peu trop de dossiers où on vous donne des délais trop limites dans le temps. Ça joue aussi, ça. Voir s'il y a des dossiers qu'on peut pas un peu rallonger dans le temps pour que vous n'ayez pas cette pression un peu sur les épaules, parce que ça aussi peut-être que eux ils essayent, c'est normal de dire ils ont envie que le dossier soit remis le plus vite possible, mais il faut voir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Donc peut-être que vous qui travaillez sur les dossiers, dire non, j'ai besoin de davantage de temps pour pouvoir faire du bon travail. Parce que oui, je pourrais vous le rendre dans les délais que vous me demandez, mais ça sera du travail bâclé. Bon. Mais c'est vrai que je l'ai donc vous pouvez aussi demander plus de temps en disant pour quelles raisons vous avez besoin d'un peu plus de temps, mais ne mettez pas en avant votre caractère anxieux et autres, parce que ça c'est, vous voyez. Je pense, Et puis vous pouvez aussi voir avec eux par rapport au délai qu'on vous donne, c'est-à-dire là aussi, est-ce que c'est parce que vous êtes un peu trop scrupuleux, trop consciencieux, trop perfectionniste et que finalement le dossier pourrait être fait en moins de temps et bien fait, ou est-ce que vous voyez, vous vous épuisez un peu à vouloir que ça soit parfait finalement? Parfait, non, parce que j'ai encore plein de choses à apprendre. Et que non, mais on l'est pas, ça peut pas être parfait, mais est-ce que vous en faites pas un peu trop? Je sais pas, Là où d'autres pourraient le faire en je sais pas, en une journée, vous allez en mettre 3, parce que vous voulez que ça soit nickel chrome. C'est vrai que j'ai envie que ce soit mieux que... Bon. Mais comme je le fais vite, c'est vrai que je me dis que ça peut pas être bien, donc, mais bon. Voilà, bon. Mais parfois on peut faire, on peut couper la poire en deux. On va accueillir Jérémy qui est avec nous au 3921. Je le remercie. Bonsoir Jérémy. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc j'ai assisté au tout début de la conversation. Oui. J'ai pas retenu le prénom. C'est Yann qui est avec nous. Yann. Bonjour. Donc écoute, Yann, bonjour Yann, bonsoir. Je me présente, donc je m'appelle Jérémy, je suis ingénieur. Après mon école d'ingé, j'ai fait un doctorat, donc j'ai entendu que toi de ton côté tu avais travaillé dans l'associatif. Moi j'ai travaillé en laboratoire dans le milieu académique, et aujourd'hui, depuis j'ai commencé mon tout premier CDI dans un bureau d'études dans l'énergie solaire au mois d'avril. Et tout ce que tu dis, mais alors je te comprends à 200%, cette histoire de stress, cette histoire de manger boulot, dormir boulot, de pas trouver d'échappatoire, de dire des fois d'avoir la gorge nouée au boulot et de pas savoir. Enfin là je parle pour mon cas, je sais pas pour toi. Ça dépend pas de ce point-là, mais. Ok. Et après sinon sur les différentes choses que je t'ai entendu dire concernant, c'est le métier qui rentre, on peut dire. Après j'ai des collègues qui cette pression là, cette anxiété, cette difficulté à gérer les délais, cette difficulté. Pour ma part, j'ai une grosse difficulté à m'organiser. Et chez d'autres collègues, je la vois. Et même à 50 ans, si c'est en nous, si on est comme ça. Tu disais, je sais pas là, peut-être je me trompe, j'ai pas tout entendu le temps que j'appelle la radio. Il y a des moments où j'ai pas suivi toute la conversation. Oui. Si dans ta famille, si t'as un terrain, si ta personnalité fait que tu as tendance à être naturellement anxieux, et c'est toi et on n'y peut rien, et de mon côté c'est comme ça, là ok, on n'a pas le choix, faut faire avec, et faut apprendre à s'adapter un petit peu. Alors après, concernant les délais, effectivement, il y a pas longtemps, mon patron nous a dit en réunion, une personne intelligente, c'est une personne qui dit quand elle sait pas, quand elle peut pas.
Alors après, effectivement, quand tu peux pas ou si t'es perdu, je pense il faut le dire si tu travailles avec des collègues. J'espère que tu travailles pas seul sur les différents dossiers, sur les projets. Que t'es non, ils sont. Enfin, j'ai pas trop à me plaindre. Je suis assez bien entouré, mais c'est vrai qu'eux aussi, ils ont plein de boulot. Donc même quand je demande un coup de main, c'est vrai que c'est pas. Alors après bon, ça, il faut que ce soit. J'ai envie de dire, c'est donnant. Je connais pas la taille de ton bureau d'études. Est-ce que vous êtes plutôt 20, plutôt 50, plutôt 100? Non, on est en moins de 10. D'accord, ok. Ouais, donc ça permet de nouer des liens quand même. Ça permet peut-être qu'ils pourraient vous donner un peu quelques tuyaux des plus anciens, même si après vous travaillez chacun individuellement, non? Oui, non, mais ils sont. Je vous dis, on est presque amis maintenant, alors que ça fait 6 mois qu'on se connaît, quoi. Oui, pardon, je vous laisse poursuivre, Jérémy. Non, pas de souci. Et du coup, donc après, ça dépend avec quelle personne tu t'entends le mieux. C'est vrai que si tu as vraiment un bon ressenti, un bon feeling avec certains des collègues avec qui tu es presque ami, en dehors du boulot, après le boulot, arriver à aller au bar, prendre un verre et parler d'autres choses, déjà ça c'est vraiment bien pour décrocher ne serait-ce que une demi-heure, 1 heure, parler autre chose que le boulot. Même si c'est avec les collègues, déjà ça c'est un bon point. Alors sans devenir alcoolique, parce que c'est vrai que le détour par le bar, mais bon, ça peut être sympa de se détendre. Voilà, il faut pas que ça soit tous les soirs. Non, je dis ça parce que je dis ça, j'en souris, mais ça peut être, vous savez, ça peut être une façon, ça peut commencer comme ça, parfois pour certains le côté se détendre, un peu l'échappatoire, ça a un peu de légèreté et tout, et puis après on y passe, on va tous les jours se détendre un peu. C'est pour ça que je le précise, voilà. Parce que... Avec modération. C'est vrai que la semaine après, les jours de semaine, quand on finit de travailler, il est là quand on a plein de boulot ou même après, on rentre relativement tard ou voilà, on se dit on va aller manger et on rentre chez soi. Le week-end, on arrive à se retrouver, à faire des trucs ensemble et à parler autre chose que boulot. Mais la semaine, c'est vrai que quand on a du boulot, c'est plus dur. Ouais. C'est déjà bien si vous avez une bonne ambiance entre vous. Entre nous, après, entre nous les jeunes, ça va. Oui. Après, c'est parce qu'ils ont mon âge et tout, donc les relations se sont faites assez vite. Après, avec on va dire un peu plus la direction qui est plus âgée, même s'ils sont pas trop, ils ont 30, 40 ans. Ça se passe plutôt bien pour moi pour l'instant, même si je sais qu'avant que j'arrive dans l'entreprise, si vous voulez, il y a déjà eu des problèmes, etc. Mais alors il y a Eridan qui vous rejoint, qui dit Jérémy a raison sur un point, connaître ses propres limites, c'est aussi les poser aux autres. Et c'est vrai que c'est important. Il y a Grégory qui dit qu'il existe des thérapeutes spécialisés dans la gestion du stress. Oui, c'est de plus en plus parce que malheureusement, c'est un problème que connaissent beaucoup de personnes dans le domaine du travail. Alors il y a ceux qui malheureusement n'en ont pas, et qui là aussi c'est très difficile de pas avoir de travail. Et puis il y a ceux qui ont du travail et qui eux connaissent le stress. Donc qui dit ce dernier pourra l'aider par des techniques de relaxation à ne pas se laisser envahir par son travail. Bon courage à lui. Et on va accueillir justement Monique. Bonsoir Monique. Et merci beaucoup Jérémy d'avoir été avec nous. Vous pouvez rester avec nous. Bonsoir Yann. Bonsoir Monique. Bonsoir. Et Jérémy ça également. J'éteins ma radio complètement. Oui, s'il vous plaît. Enfin, on l'entend pas, donc c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Donc moi, ce que je voulais proposer à Yann, c'est tout simple et un petit peu tout bête, on va dire. C'est de faire un peu la respiration du yoga. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, c'est-à-dire que le matin, il se réveille, il ouvre grand sa fenêtre, il bouche une narine avec un doigt, il inspire fort, il y a quelques dixièmes de seconde de rétention, et ensuite il expire par la bouche jusqu'au bout, et il recommence la même chose en bouchant l'autre narine, inspiration à fond, rétention, on souffle à fond, et il continue le nombre de fois qu'il juge nécessaire. Cette même respiration, il peut la faire en position en tailleur. Et le soir, ce qu'il peut faire aussi, c'est se mettre en position allongée, la fenêtre ouverte ou autre, selon le temps, etc. Continuer sa respiration. Et là, il peut faire aussi une respiration, mais par le ventre.
C'est-à-dire, on inspire en sortant le ventre, rétention, on enfonce le ventre et on souffle, et en même temps, tout ça, il détend son corps et il chasse tout de son esprit. Je le fais en même temps que vous. En pensant continuellement à la respiration. Ça, c'est un des éléments essentiels du yoga et ça devrait lui faire du bien. Et éventuellement, s'il se sent un petit peu trop stressé dans son travail au cours de la journée, bon, eh bien, ou il va aux toilettes, ou il va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, ou puisqu'il a des collègues de travail qui sont de son âge, eh bien, il propose à 1, à 2, si éventuellement, enfin, sans naturellement que ça perturbe le travail de l'équipe, mais éventuellement, ils peuvent le faire à 2, ou bien sûr, sans chahuter, mais consciencieusement et tout. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais pourquoi pas, mon père me l'a dit ce week-end en rigolant. Voyez. Oui. Bah, en tout cas, ça a l'air de vous réussir, vous, Monique. Vous êtes professeure de yoga, Monique ? Non, du tout, mais j'en ai fait à 19 ans. J'ai fait aussi de la gymnastique, tout ça. Et ça m'a servi. Et je vous dirais même qu'en fin de séance de gymnastique, je faisais, on va... Vous savez, les méthodes d'aujourd'hui, on va appeler ça différemment, mais je disais, on va se relaxer. Voilà. Je les faisais mettre en position allongée. Je disais, vous fermez les yeux, vous relaxez complètement. Alors, vous faites avec vos bras, vos jambes, vous savez, vous fléchissez une jambe, hop, vous la laissez tomber. Vous fléchissez l'autre jambe, vous la laissez tomber. Vous montez un bras latéralement sur le côté, hop, vous le laissez tomber, etc. Et après, on passait au moment de la respiration. Et il y en a qui étaient prêtes à s'endormir. Elles disaient que ça fait du bien. Oui, bien sûr, oui. Mais ça, tout ce qui est le travail sur la respiration, c'est formidable. Hein, maintenant, c'est vrai qu'on appelle avant on parlait de relaxation, mais c'est toujours pratiqué comme ça. C'est la même chose. Travailler sur sa respiration, le yoga, la sophrologie, parfois la méditation, parce que c'est aussi c'est-à-dire que si vous voulez, ça ne coûte pas cher. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Ça vous fait prendre conscience de votre corps. Oui. Et c'est vrai que nous tous, on a tendance à oublier de bien respirer. C'est vrai. Voilà. C'est l'activité pourtant. Pardon. Pourtant, c'est le souffle, c'est vraiment la vie. Hein. Quand on vient au monde, on pousse notre premier cri, et puis voilà, au moment quand on meurt, c'est vraiment aussi le dernier souffle. Et finalement, on respire très mal, et c'est source de beaucoup de problèmes, de stress et beaucoup d'autres problèmes d'ailleurs. Oui. Du mal au dos, par exemple. Oui, exactement. Mais Yann, vous voyez, si votre père vous l'a dit, bien, il avait raison. Oui. Il a raison. Il va être content s'il écoute votre papa. Tous les jours, parce que ça serait mentir. Mais disons que si j'ai un petit coup de blues ou quoi, vous savez, on en est tous là, un petit peu, pour des raisons diverses. Eh bien, hop, allez, j'ai dit, il faut que tu te prennes par la main et tu fais un petit peu de respiration. Ça n'oblige en rien à faire quelque chose de difficile, ça ne donne pas de courbature, rien du tout. Et ça fait beaucoup de bien. Vous verrez, essayez, c'est l'adopter. Oui, en tout cas, quand on vous entend, on s'en pleine de joie de vivre, de vitalité, Monique. Oui, et pourtant j'ai eu des moments aussi, il n'y a pas si longtemps, mais bon, vous voyez, comme quoi, il ne faut pas grand-chose. Et c'est vrai qu'au départ, ça peut être un peu compliqué quand on est seul ou justement, on n'arrive pas à se déconnecter. Et vous pouvez certainement trouver autour de chez vous, au début, peut-être un cours, quelque chose, apprendre quelques choses essentielles comme ça, et après les faire chez vous par vous-même. Hein. Oui, donner, ou même aller en bibliothèque, chercher. Dans des livres, mais c'est vrai qu'il faut être particulièrement motivé. Oui, vous trouvez, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, parce que c'est très imagé maintenant. Est-ce que je peux intervenir ? Oui, et puis ça sera la mot de conclusion avec vous, Jérémy. D'accord. Oui. Donc je pense que si j'ai bien compris là pour Yann, c'est vrai que là un petit peu c'est le rush, et du coup je pense pas, je me mets à sa place, et c'est vraiment une super idée l'histoire du yoga, tout ça. Par contre, la première chose là que je voudrais savoir, Yann, est-ce que tu connais cette technique de respiration ventrale ? Non, mais je vois à peu près la respiration abdominale. Et ça, du coup, parce que je pense pas qu'aujourd'hui malheureusement
que tu sois, enfin, si tu as le temps, tant mieux, va à la bibliothèque et effectivement, suis tous les conseils de Monique. Je connaissais pas, c'est la respiration de le matin en se douchant. Ah oui, du matin, oui. Par contre, la respiration ventrale, c'est vrai qu'en école d'ingénieur, on me l'a appris dans les techniques de communication orale, pour bien, de jamais respirer par le thorax, de jamais inspirer en levant les épaules, respirer par le diaphragme, enfin, avec le diaphragme. Et ça, alors je sais pas si tu la maîtrises naturellement ou alors si tu as besoin de te forcer pour. Je pense qu'il faut que je me force. Et alors après cette respiration, pour apprendre, je crois le mieux, c'est allonger la main sur le ventre. Oui, c'est ça. Les deux mains. Et les deux mains. Et là, tu sens, voilà, Simonique, vous pouvez nous conseiller juste pour lui donner les 3 petits trucs. On va tous respirer, les mains sur le ventre. Il faudrait une petite musique zen derrière, voilà. Oui, petite musique zen. La musique classique, un peu importe. Les mains sur le ventre, voilà. Et Monique va nous dire. Vous avez, c'est bien pour ceux qui ont du mal à trouver le sommeil. Les mains tête bêche. Vous êtes allongé, vous vous décontractez bien. Et puis, donc, vous inspirez en gonflant le ventre. Vous inspirez à fond, et tout doucement, vous poussez sur votre ventre, vous rentrez le ventre, et vous expirez à fond. Okay. Mais éventuellement, je ne connais pas les... Et on le refait au moins une dizaine de fois. Des photocopies, vous lui faites suivre. Je crois qu'on a entendu, oui, mais sinon on veut bien. Aller, oui, je pense que c'est, on a compris. On le refait peut-être une dizaine de fois. Vous allez voir que tout va bien aller. Voilà, vous vous détendez, vous êtes sur Europe 1, il est minuit 41. Voilà, non, l'émission n'est pas terminée, il reste encore une vingtaine de minutes. Merci beaucoup Monique pour ces conseils, pour apprendre à se relaxer. J'espère que ça va vous aider un peu, Yann, et que vous allez un peu prendre du champ comme ça et être mieux dans votre travail et mieux tout court dans votre vie. C'est mon objectif de cette semaine, là, c'était de recommencer en essayant de couper le boulot, en essayant de penser à autre chose. Bien sûr, c'est important. Merci à vous, Jérémy, également de votre aide. Merci. Éventuellement un dernier commentaire. Le tout dernier. La course à pied, sinon. Ça prend 30 minutes, ça prend 45 minutes. Et si jamais... Il faut arriver à les prendre une fois par semaine et des fois ça peut aider. Okay. Alors il y a Nadège qui dit le chant et le souffle m'aident beaucoup dans ma thérapie. Et puis il y a Sergio qui dit moi je n'ai pas essayé parce qu'à 90 sur l'autoroute ça pourrait être dangereux. Sergio qui effectivement est volant de son camion, il vaut mieux pas trop vous décontracter, rester concentré. Okay. Au revoir Yann, Jérémy, Monique. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée. Europe 1. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Toutes vos confidences au 39 21, 34 centimes la minute. C'est très joliment dit en tout cas. On va accueillir Claire. Bonsoir Claire. Bonsoir Caroline. Et justement à propos des clins d'œil sonores, vous souffrez d'une hypersensibilité auditive ? Oui. C'est-à-dire Et ça s'appelle une hyperacousie. J'ai découvert ça tout à fait par hasard, il y a à peu près une dizaine d'années. Et en fait, mon père avait ça. Et moi, j'ignorais exactement ce dont je souffrais, en fait. J'ai un seuil de saturation très bas dans tous les domaines. Et j'ai passé ma vie à esquiver le bruit, la foule, les paroles, le mobile, je supporte pas. Et c'est pas du tout de la phobie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose de très, très invalidant. Ça vous donne l'impression d'être perçu par les autres comme associable, comme rebelle, comme excentrique. Et ça n'est rien de tout ça, en fait. Oui, comme si, effectivement, on pourrait l'interpréter comme si vous fuyiez les autres, le contact. Alors qu'en fait, c'est le bruit qui vous avez un seuil beaucoup plus bas que la normale. Oui. Donc, vous percevez tous les sons avec une extrême acuité. Absolument. Et c'est assez... C'est peu connu, hein, ça ? Ah non, c'est pratiquement inconnu. Je me suis renseignée, je crois qu'il y a 2 spécialistes en France d'hyperacousie.
Et moi, j'avais jamais, jusqu'à présent, j'ai pas encore franchi la porte du spécialiste parce que la plupart des temps, les gens me disaient, mais enfin, si tu supportes pas le bruit, mets des, comment on appelle ça, vous savez, des boules caisses. Oui, c'est encore pire parce que vraiment, je ne supporte pas. Et en fait, j'ai appris que ça n'était pas une malformation. C'est une hypersensibilité d'une membrane que l'on a interne de l'oreille. Et c'est dû à quelque chose en particulier? Vous l'avez eu dès l'enfance? À la naissance. Mais je l'ignorais. Donc j'ai passé mon temps à fuir les réunions de famille, à fuir le bruit, à être très très secrète, solitaire, tranquille. Oui, mais alors ça conditionne votre vie et votre personnalité. Parce qu'on pouvait dire que vous étiez une petite fille, une enfant un peu solitaire, à fuir les réunions de famille, mais vous dites que c'était lié aussi à ce symptôme. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Ma maman, alors que je suis d'une famille très très nombreuse, de province profonde, très catho, disait à la cantonade, mais elle fait rien comme tout le monde. J'étais complètement devenue le vilain petit canard du coup, parce que je dénotais constamment. Depuis ma tendre enfance. C'est d'une violence inouïe. Et en fait, j'ai réalisé il y a qu'une dizaine d'années, que j'ai réalisé que mon père souffrait de ça, et on l'a soigné pour dépression, pour ulcère de l'estomac, il passait pour associable. C'est effrayant. Et lui n'a jamais su ce dont il souffrait, en fait. Oui, d'accord. C'est-à-dire, parce que je me disais, si votre père souffrait de ça, il aurait pu, du coup, être plus attentif à vous. L'ignorait. Oui, il ignorait, d'accord. Il ignorait, évidemment. Et donc, comment vous l'avez découvert, alors, vous? Tout à fait par hasard, si vous voulez. C'est-à-dire que j'étais très mélomane. Je ne supporte pas tout ce qui est iPod, tout ce qui est les premiers Walkman, je supportais parce qu'ils étaient de bonne qualité. Et tout ce qui est maintenant le mobile, je supporte pas. Je suis sensible aux ondes aussi, par la force des choses. Oui, ça se manifeste comment? Ça se manifeste par une gêne énorme. Le bruit de la sonnette du téléphone, d'une manière générale, pour peu qu'il soit pas un peu grave ou tranquille, qu'il soit un peu aigu, je sursaute. Dans le métro, vous savez, quand vous arrivez à certaines gares, les freins crissent. Oh, c'est terrible, oui. Cela dit, je suis la seule à me boucher les oreilles. Je dis, mais comment font les gens? Alors là, écoutez, on est beaucoup à se boucher les oreilles. Parce que c'est très désagréable, ce son. Ça n'est qu'un détail. La fausse note de l'accordéon dans le même métro, pour les gens qui jouent très très mal à l'accordéon, vous savez, ou un autre instrument de musique, mais me fait hurler, je change de wagon. Mais moi, écoutez, alors je souffre peut-être des mêmes symptômes que vous, parce que moi aussi, par moments, ça me casse les oreilles. Mais il y a Cathy qui dit justement, écoutez-vous de la musique, et laquelle oui, puisque vous nous dites que vous êtes mélomane. Oui, toutes sortes de musique, ça va de la musique classique à la musique de jazz. Mais il faut qu'elle soit diffusée dans l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà, donc j'ai des anciens disques à l'ancienne, des vinyles avec les pochettes. Mais donc je passe pour une martienne à l'heure actuelle. Alors quand vous dites que vous l'avez découvert tout à fait par hasard, c'est-à-dire comment? Mais en fait, vous allez rigoler. Imaginez, vous êtes dans le métro et puis un jour vous entendez parler de musique et d'oreille absolue et la personne donne le détail, explique le pourquoi du comment, et je m'avance vers elle, mais spontanément, instinctivement, et je dis, mais excusez-moi madame, vous parlez bien de l'oreille absolue? J'ai dit oui. Elle me dit oui, et je dis, écoutez, moi je crois que je l'ai, et j'ai toujours eu peur d'avoir ça parce que je sentais que mon père ne supportait pas, par exemple, le bruit des enfants qui descendent dans l'escalier. Vous savez, un escalier en bois, et quand les enfants courent dans l'escalier en bois, il devenait à moitié fou, mon père, il supportait pas. Donc tout ce qui est réunion de plus de 3 personnes où les gens s'interpellent, se coupent la parole, tout, et constamment à l'heure actuelle, c'est ce que je disais à votre... Dès qu'il y a un peu de brouhaha. Oui. Et ce qui fait ça, c'est un peu les mêmes symptômes pour des personnes dont l'ouïe diminue, même des personnes âgées. Souvent, elles ont beaucoup de mal à être dans une discussion où il y a plus de 3 personnes. Ça va quand elles sont face à face, mais sinon, ça crée un brouhaha, elles n'arrivent plus à suivre. Donc, c'est finalement un peu les mêmes symptômes que Peut-être pas, parce que là, c'est peut-être par... Dans celui-là, en tout cas.
Oui, peut-être. Mais si vous voulez, moi, c'est constamment, si vous voulez. Oui, je c'est suis ça. obligée. Et par exemple, imaginez, vous êtes rue de Rivoli. Je me rappelle, au tout début, j'étais à Paris. C'est pas la rue la plus calme, oui. 35 ans que j'y suis. Oui. Je prenais la première rue perpendiculaire, mais comme une folle, je fuyais. Ah oui, ça, je comprends, oui. Oui. Et donc, on me déconsidérait, on m'invitait du coup nulle part. Moi, je demandais qui sera à cet endroit, combien vous serez, quel genre l'environnement est très très important pour moi du coup. Et donc, je suis tributaire de ça et j'ai passé ma vie à faire comme dans l'aïkido, à l'esquive en fait, à esquiver. Et vous habitez toujours rue de Rivoli? Ah non, j'habite Montmartre, mais à l'heure actuelle, je suis dans un endroit hyper calme, tellement calme, et tant mieux pour moi, mais que je suis obligée de m'astreindre à aller prendre des bains de foule, parce que sinon, j'avais appris à faire avec, voilà, non pas comme comment on appelle ça, comme un véritable handicap, mais comme me désensibiliser, comme quand on a une allergie, vous voyez ce que je veux dire? C'était pas de la phobie chez moi, mais j'avais appris à dire bon, allez, tu supportes un petit peu plus les choses et tout, mais très très vite j'ai un seuil de saturation très bas. Ce qui est pas la même chose, parce qu'il y a Cindy qui a appelé en parlant des acouphènes, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les acouphènes. Hein. Je vois quelqu'un qui dit que ça se caractérise par une diminution du seuil de tolérance au bruit d'intensité normale. Moi, tout est en stéréo en fait. C'est ça. Tout est constamment amplifié. Voilà, oui, c'est pénible. Ouais. C'est très, quand vous dites l'oreille absolue, alors ça me fait penser, il y avait un feuilleton que je regardais quand j'étais petite qui s'appelait Super Jimmy. Vous savez, qui avait une oreille comme ça, c'était le pendant de l'homme qui valait 3 milliards, qui voyait très loin aussi l'homme bionique, qui voyait tout. Il y avait Super Jimmy, elle avait comme ça une oreille, elle entendait à des milliers de kilomètres, à des centaines de kilomètres, ça faisait. Par exemple, vous c'était l'oreille absolue aussi. Oui, je comprends. Par exemple, vous savez, quand vous prenez le bus ou le car en province, il y a un bruit sourd de car. Oui, mais on ne sait pas comment vous l'avez découvert. C'est ça, parce que vous dites l'oreille absolue, mais comment ça vous est venu? J'ai découvert au fur et à mesure, en fait. Oui, mais vous avez vu un médecin? Non. Je vous dis, dans le métro, la première personne qui discutait de ça. Une autre fois, je me suis assise en terrasse, je me rappelle encore, c'est à Saint-Paul, la station de métro Saint-Paul, là-bas, dans le Marais, et j'entendais des gens parler de comment on appelle ça, quand on isole la musique, quand on fait des concerts, l'acoustique. Oui. Et puis je me suis intéressée et tout. Et en fait, à un moment donné, je dis mais ça me passionne ce que vous dites, c'est très drôle parce que ça me concerne vraiment. Et il me dit mais je comprends, je suis comme vous, j'ai l'oreille absolue. Et rare, c'est-à-dire que c'est tellement l'oreille absolue, c'est une chose, mais l'hyperacousie en plus, imaginez. C'est quoi l'oreille absolue d'ailleurs? C'est en fait avoir une perception plus puissante que la normale du son et de la note. D'accord. Je ne sais pas comment vous dire. Moi, par exemple, souvent, quand j'entends des gens parler au téléphone, j'entends ce que l'autre personne lui dit dans l'appareil. C'est très gênant. Vous voyez, quand je suis à une table, je peux être parfaitement indiscrète et je m'en excuse souvent aux gens. Je leur dis, écoutez, je suis désolée, mais j'ai capté telle et telle chose. C'est indépendant de ma volonté. J'ai beau faire abstraction. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc un ORL vous a confirmé? Non, je n'ai pas été voir. Je n'ai été voir aucun ORL, mais je me débrouille avec ce handicap entre guillemets. Et ça va très très loin parce que je disais à le jeune homme qui m'a reçu à la radio que en fait à l'heure actuelle j'ai une maladie, une ALD, quelque chose d'assez grave qui m'est tombé dessus il y a 2 ans et 1 an et demi. Et en fait ça va très très loin parce que je suis tellement sensible, ça s'est développé en fait physiologiquement, tout mon corps est devenu hypersensible par la force des choses. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que toutes mes structures, depuis toute petite, ont été pas chamboulées, mais elles ont reçu ça en bloc. Et en fait, quand je suis, comme maintenant, sous perfusion souvent, parce que j'ai un traitement au long cours, chronique, j'ai une perception très très fine d'absolument tout. C'est-à-dire qu'on vous met des poches de produits par exemple, et pour vous donner un exemple, si on met à la plupart des gens d'emblée, on leur met 1000 mg de Doliprane ou de Perfalgan. C'est un antidouleur, d'accord? Moi je regarde comme ça tranquillement et je dis oula, c'est pas pour moi ça, parce que moi 500 mg me suffit amplement.
Oui, ça c'est bon. Après, moi, je ne suis pas médecin, donc ça, on ne peut pas rentrer dans ces considérations-là. Mais en tout cas, vous nous avez permis de savoir ce qu'était l'hyperacousie et qui sait peut-être d'autres personnes en souffrent et sans le savoir. Donc, c'était important de vous entendre en parler. Merci beaucoup pour ce témoignage, Claire. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1.